L'histoire nous plonge dans la bataille classique entre le bien et le mal. Dans ce cas, d'un côté, la Ligue de la Justice, qui sont les habitants d'un village, contre le Dark Lord, chef d'un groupe de rebelles connus sous le nom de clans, qui sont ceux qui sont en train de perdre la guerre. Et le Dark Lord, malgré sa présence, est réduit à un simple poisson comme punition pour sa défaite. Ainsi, après quelques années, son château est réduit en ruine, où le grand chef voit son fils Renji, le protagoniste, à qui il n'a rien à offrir. Car tout membre du culte découvert dans le village sera puni de la pire des manières. Malgré tout, il cherche un avenir pour son fils. Et le clan décide que Renji étudiera en ville en cachant soigneusement son identité, pendant qu'il obtient le certificat de bonne conduite pour que son clan puisse vivre en paix avec la ville. Alors Renji et un garde nommé Lee sont excités par leur nouvelle aventure, alors ils descendent la montagne. Ils arrivent ainsi à la prestigieuse Académie de la Justice, spécialisée dans le renforcement des guerriers contre le clan. C'est compliqué, mais le Seigneur des Ténèbres n'est plus une menace. Maintenant, l'endroit est bien plus calme. Là où les meilleurs élèves obtiennent les certificats de vertu, alors il suffit juste de faire des efforts. Cependant, dès la file d'attente pour entrer, il y a déjà des problèmes très spécifiques. Par exemple, tout membre du culte trouvé à l'entrée sera exécuté sur le champ. Ou alors, avec les rumeurs sur le fils du Dark Lord, sait-on déjà comment il s'habille, hein? C'est pourquoi, avant d'être découvert, Lee transforme le protagoniste en une véritable femme, car c'est le plan parfait pour éviter les soupçons. Même s'il dépasse les gardes-malades, il progresse peu et croise Ming-Su, qui, pour leur malchance, c'est la fille du chef de la Ligue de la Justice et membre du comité étudiant unique. Heureusement, elle ne soupçonne que Lee. Puisque de son point de vue, il semble qu'un membre du culte abuse d'une gentille petite fille. Quelle preuve a-t-elle que c'est un membre du culte ? Aucune, seulement qu'il est laid et ne ressemble pas à une femme selon elle. Ainsi, un combat débute où le protagoniste reste inactif pour ne pas éveiller les soupçons jusqu'à l'arrivée de Saiyan. C'est le bonheur, disons. En usant de son pouvoir, il permet à Lee de s'échapper et assure à Renji qu'il le protégera dans l'ombre. Ici, il reste avec Saiyan, totalement sous le charme de l'apparence de Renji. Parfait. Heureusement, Ming-Su déteste les hommes et aide le protagoniste à sortir de cette situation. Et elle s'attache rapidement à sa nouvelle petite amie, qui sait qu'elle doit vite changer cette apparence de femme. Mais à l'académie, il y a déjà des affiches avec sa version masculine et Ming-Su. Elle connaît tous les détails et lui décrit aussi les tortures qu'il lui ferait s'il le retrouvait. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas encore son nom, car ils semblent assez aveugles à cause de cette mèche blanche. Donc, le protagoniste est sauvé. C'est la fille qui l'accompagne à la cérémonie des nouveaux étudiants, où tout semble être une ambiance de fête, avec des gens sympathiques. Lorsque le directeur arrive, son discours soporifique change dès qu'il évoque la haine envers le culte. Alors, tous crient follement des choses macabres qu'il ferait avec eux. En fait, le rituel d'initiation consiste à brûler un épouvantail qui représente le clan, tandis que celui-ci libère la boule du destin, et celui sur qui elle tombe aura droit à un incroyable massacre d'adeptes du clan. C'est justement le protagoniste qui, en cherchant la sortie, finit par remporter l'incroyable prix, qui en plus vient avec un trophée bon marché et 10 ans de intelligence kinesthésique du directeur. Pour le recevoir, il suffit qu'il dise son nom. À quelle des 7 sectes de la justice appartient-il ? Il se retrouve vite sous pression, sans savoir quoi dire. Et il répond non seulement avec son vrai nom, mais aussi qu'il n'appartient à aucune secte. C'est Ming-Su qu'il défend. Elle lui dit que la Ligue de la Justice devrait accepter tous, sauf ceux d'un clan spécifique. Le directeur choisit de lui transmettre son pouvoir. Mais en lui serrant la main, découvrirait-il son énergie sombre ? Alors il fait tout son possible pour éviter la situation, disant qu'il préfère obtenir du pouvoir par ses propres efforts, ce qui surprend le public. Mais le directeur, très têtu, lui transmet son pouvoir à distance, ce qui est co-positif puisqu'il ne s'agit pas du sien. Maintenant, il sent son corps renforcé, mais il manque quelque chose. En effet, à cause du coup, ses prothèses se sont envolées. Aussitôt, tout le monde, y compris Miku, doute que ce soit vraiment une femme. Donc, face au doute, encore une fois, Ming-Su ne la laisse pas tomber. Il décide d'utiliser son dégoût envers les hommes que tout le monde connaît, pour prouver qu'elle est une femme, avec un baiser sur la joue, laissant tout le monde satisfait. Malgré tout, Ming-Zun lui dit ensuite que tout cela, il le fait pour elle et qu'il ne voudrait pas qu'on lui mente, répondant qu'il ne veut pas non plus le faire.
Et ici, nous passons aux épreuves, où chaque élève sera choisi pour l'une des 3 classes, que ce soit la classe supérieure, avancée ou les classes communes. Le protagoniste est surpris, sa nouvelle amie, aussi débutante, en sait pourtant plus sur l'école. Parce que sa secte, le Montfoy, est très influente. Alors l'instructeur que nous avons rencontré à l'entrée apparaît, pour que chacun des nouveaux fasse son discours de présentation. Même si le protagoniste est assez nerveux et l'instructeur le considère comme suspect. Directement lors des épreuves de vitesse, il lui impose 50 tours de plus que les autres, pensant que ce serait sa fin. Pour un faible comme lui, non seulement il finit l'épreuve, mais il arrive aussi premier. Cela accroît le respect de ses camarades et la haine de l'instructeur. Pour la deuxième épreuve d'aptitude physique, il commence à tester les élèves. Même s'ils sont mauvais, enfin pas si mauvais que ça non plus. Mais avec le protagoniste, il lance tous les couteaux dans une tentative parfaite. Le professeur, simplement à cause de son rang, décide de ne pas l'admettre, ce qui met Min-Soo en colère, car il risque sa propre place dans la classe la plus prestigieuse de l'académie. C'est alors que cette fille nommée Rimen apparaît, appartenant à la secte du tournesol, qui était très respectée il y a longtemps. L'instructeur, se sentant défié, décide donc de se battre contre la petite fille, car elle semble très confiante. Il parie, si elle perd, elle quitte la classe. Si elle gagne, le protagoniste obtient sa classification, et aussi des excuses, ce qui réjouit le protagoniste. Cependant, même si cette fille est courageuse, elle n'est pas très forte au combat. Et rapidement, l'instructeur commence à lui donner une raclée, profitant de son avantage. Pour rabaisser le nom de son père, incapable de préserver l'héritage de la secte Tournesol, il le traite de lâche. Cela blesse beaucoup la petite, qui voit son père comme un héros, son protecteur depuis l'enfance, lui ayant tout donné. C'est très familier au protagoniste, car son père qu'il déteste est semblable. C'est pourquoi lorsque la petite refuse toujours d'abandonner et que le professeur s'apprête à continuer de la frapper, Renji intervient dans la bagarre. Il dit à Rimen que ce qu'il a dit compte vraiment pour lui. Il laisse derrière lui cette peur qui semblait le consumer. Ainsi, celui qui n'appartient à aucune secte surprend désormais, esquivant toutes les attaques de son adversaire. Pendant ce temps, il protège la petite, rendant fou l'instructeur qui en a déjà assez de le voir fuir. Mais il a une raison, c'est que depuis son enfance, il a été entraîné au style kung-fu. Mais son père l'avait averti qu'en aucun cas il ne pourrait l'utiliser. Seul du clan à être né sous une malédiction, il recevait pour cela les bénédictions de tous ceux qui l'entouraient. Cependant, certains hommes de son père lui ont enseigné quelques techniques de kung-fu. Et lorsque le jour de la chute du château arriva, les sages et les guerriers les plus puissants d'Ataralados lui léguèrent leur pouvoir, faisant de lui le guerrier le plus fort qui soit jamais né dans le clan. Même si son père disait toujours qu'il n'était qu'à peine plus fort que lui. Ainsi, pour éviter de gros dégâts dans toute situation, il valait mieux utiliser une gifle, et il n'a besoin que d'une seule pour mettre l'instructeur hors de combat. Cependant, comme il sait que c'est une attaque classique du clan, il décide de démasquer le protagoniste. Mais justement, les effets de la gifle et de la malédiction lui font perdre la raison, ne laissant que le mot « clan » écrit dans le sable. Alors que tous sont surpris par la force du protagoniste, surtout ses 2 amis, le doyen de l'académie arrive pour humilier davantage le maître battu par un élève de première année. Pourtant, il sait déjà qu'un infiltré est parmi les nouveaux. Alors il lui conseille de révéler son identité rapidement, car s'il le trouve, il sera traité comme un moins que rien. Renji est évidemment le principal suspect. Alors, avec Mitsu, il essaie d'utiliser le fait que le directeur lui a donné l'intelligence kinesthésique de 10 ans pour justifier sa force. Mais ce n'est pas une preuve suffisante. Et c'est ici qu'apparaît Saiyan qui, comme il aime tellement la nouvelle fille, essaie de la défendre. Il dit que lorsqu'il l'a trouvée, elle était l'otage d'un adepte du clan, qui voulait même l'empoisonner avec un liquide étrange qu'il a lui-même goûté sans savoir qu'il s'agit d'une sauce exclusive du clan que le Dark Lord utilise pour donner plus de saveur à ses plats. Malgré tout, cela lui sert d'excuse. De plus, le doyen se rend compte que quelqu'un surveille dans l'ombre. Et ce n'est autre que Lee, qui en plus d'être le garde du prota, est un vieil ami du doyen de leurs anciennes batailles. Cela provoque une bagarre qui détourne heureusement l'attention de tous du sujet. Le problème, c'est que les choix de classe de chaque élève sont automatiquement publiés, Mitsu étant choisi pour le top et les autres dans des classes avancées. Le problème, c'est que le protagoniste, malgré sa note parfaite, est placé dans la classe par décision des dirigeants. Le problème, c'est que même si toute l'académie est un endroit magnifique où l'on peut apprendre les techniques, pour être juste, il y a un coin où se trouve la classe des personnes qui gâchent
tout, ou les plus bizarres. Curieusement, cela inclut Saiyan et Rimen, sans que je sache pourquoi. Alors le prota finit par arriver dans un endroit totalement sans règles, et c'est là que le doyen apparaît. Pour donner les points à chaque étudiant, lesquels sont nécessaires pour rester à l'académie. Cependant, cette classe, la pire, reste généralement près de 0. S'ils passent sous ce seuil, ils seront expulsés. Ranji pense n'avoir rien fait, mais frapper son professeur lui a coûté 100 points d'un coup, le faisant expulser dès le premier jour et éloignant son rêve d'obtenir le certificat de bonne conduite. Même ses amis qui le soutiennent sont expulsés car le doyen n'hésite pas. C'est donc encore une fois la gentille Minsula qui intervient au nom du protagoniste. En réalité, elle risque de perdre sa classe. Parce que s'ils sont dans une académie sans savoir choisir entre le juste et l'injuste, elle sacrifie tout pour continuer à partager avec son ami. Ce à quoi le doyen ne s'attendait pas, c'est que le directeur se trouvait dans les parages. Et même s'il ne va pas à l'encontre des décisions de ses professeurs, il sait que cette classe est actuellement sans professeur pour la diriger. La meilleure option reste la personne la plus qualifiée, ce qui déplaît au doyen. Mauvaise nouvelle, d'autant que le protagoniste ne sera plus expulsé grâce aux points restants du directeur. Grâce à la bonne relation qu'ont eue les deux filles, c'est lui qui sauve la situation et qui donne une nouvelle chance au protagoniste. En fait, maintenant qu'ils seront dans la même classe, ils partageront aussi les dortoirs, ce qui inquiète le protagoniste, car il devient de plus en plus difficile de revenir à sa tenue d'homme. C'est alors que survient l'événement le plus inattendu de la soirée. Min, su tout à coup, appelle le protagoniste, le petit Dark Lord, et le coince immédiatement, semant la terreur chez Renji, qui maintenant ne sait plus quoi faire. Puisque la fille a tout découvert et commence à se rappeler toutes ces fois où il y a eu des incohérences et qui auraient pu le trahir. Cependant, ce n'était aucune de celles-là. La fille voulait juste lui laisser un cadeau d'amitié dans sa valise. Et elle a découvert ses vêtements d'homme, l'accusant d'être un menteur du clan, qui, en plus, peut avoir toutes sortes d'intentions à l'académie. Il précise vite à Renji qu'il n'a pas rejoint l'académie pour faire le mal, surtout pas envers elle. Il s'énerve tellement qu'il crée une vague d'énergie autour de lui. Il lui demande de s'expliquer et elle accepte finalement. Et là, le protagoniste lui raconte toute l'histoire de sa recherche du certificat du bien et toutes les folies qu'il a vécues pendant ce processus. Il lui parle même de Lee. Et même si la fille connaît sa personnalité et sait qu'il ne lui mentirait pas, elle est aussi consciente qu'il fait partie du clan. Alors, hésitant entre le dénoncer à l'académie ou lui pardonner, elle décide de le mettre à l'épreuve, où il pourra prouver qu'il n'est pas une mauvaise personne. Cependant, dès qu'il doit continuer à s'habiller en femme pour ne pas faire honte à Mixu devant tout le monde, en le prévenant de ne plus jamais essayer de lui mentir. Ou sinon, elle-même le livrera morceau par morceau à son père. Donc, même si c'est un peu sadique, il a encore une autre chance, avec quelques détails, comme le fait qu'il n'y ait qu'un seul lit dans la chambre. Heureusement, au fond, la fille lui accorde pas mal de confiance à un homme, ce qui est justement ce qu'elle déteste le plus. Malgré tout, le protagoniste finit par trop réfléchir, admettant qu'il a enfin un soutien à l'académie. Alors, le lendemain, ses autres amis présentent leurs camarades de chambre, qui, comme c'est typique de la classe à problème, sont assez excentriques. Donc, au moins, son aventure dans cette école devient de plus en plus intéressante, même s'il y a quelques bémols. Dès l'arrivée du nouveau professeur, l'ambiance change. Parce que, en réalité, il ne veut pas de ce poste, ce qui le rend plus strict. Et comme c'est une classe avec une si mauvaise réputation, il rendra la vie des élèves très compliquée. Un test débute pour mesurer leur pouvoir, avec un combat en duo, où le dernier à sortir du cercle sera le gagnant, remportant 5 points, les mêmes que perdra celui qui sortira du cercle. Donc cela semble être une activité normale, où même Minsu veut l'aider. Mais le doyen lui-même, sachant que le protagoniste a 10 ans d'expérience ici avec le directeur, décide que la chose la plus juste est qu'il soit l'adversaire, compliquant beaucoup la situation du protagoniste, pour qui son pouvoir aurait pu être révélé. Donc nous verrons bien ce qui se passe avec l'histoire de Renji. Parce qu'ici s'achève la première saison de cette série très amusante, pour laquelle, heureusement, j'ai déjà la 2e saison. Voilà, donc vous le savez déjà. Cette histoire commence dans ce village reculé du Japon, où nous avons notre protagoniste Kaban, exploité et humilié dès l'enfance. Apparemment, ses parents l'ont abandonné et l'ont laissé à la charge de cette propriétaire, car ils sont de la même famille, même si elle est éloignée. Nous avons Yataro qui est son cousin et qui lui en veut beaucoup, donc tous les deux lui rendent la vie vraiment impossible, avec des travaux pénibles et des traitements humiliants. Cependant, un jour, Inugami arrive,
un détective envoyé pour enquêter sur les mystérieuses morts d'animaux dans la région de Primeras. Et en voyant la personnalité agaçante de Yataro, cela renforce l'estime pour le protagoniste, à qui il pose des questions sur la situation régionale, et il finit par découvrir des informations personnelles sur lui, qu'il lui raconte, à propos du médaillon qu'il porte, qui fut le seul cadeau de ses parents avant d'être abandonné. Mais Inugami se rend compte que ce n'est pas un simple objet et qu'il y a probablement une raison pour laquelle ses parents l'ont laissé aux soins de cette propriétaire. C'est ici que la situation se complique. Par jalousie, Yataro arrache le pendentif à Kaban, le transformant en créature mi-humaine, mais ghoul. Cela rend Yataro fou qui s'enfuit, et lorsque Inugami apparaît, le garçon est déprimé, pensant qu'il est la bête qui tourmente le village. Rapidement, Inugami dément cela, car ça ne correspond pas tout à fait à la situation, et il lui avoue qu'il est lui aussi à moitié bête, et qu'il l'est. C'est fréquent. Les kemonos sont des créatures cachées parmi les humains. Ici, il cherche Yataro et le sauve de justesse, d'une mort certaine. De ces ghouls avec lesquels nous voyons que Kaban est plutôt habile. Le vrai problème, c'est que Yataro, évidemment, avouera que Kaban a été la bête qui tourmente le village. Puisque tout s'emboîterait, alors Inugami décide d'assassiner Kaban, mais seulement pour les gens du village. Il l'emmène au Japon et l'intègre à son équipe de détectives, les Kemonoistas. Il commence ici à connaître ses nouveaux collègues. Nous avons Akira, le gentil, et Chiki, plus strict mais finalement une bonne personne. Tous deux, comme le protagoniste, moitié bête, Kaban, moitié ghoul Chiki, moitié araignée, et le gars, sorte d'esprit de glace. C'est ainsi qu'ils commencent leur première mission avec cette famille de Tokyo qui a été contaminée par une sorte d'être. Profitant de la culpabilité, ils s'emparent de la mère et du plus jeune fils. Bien que nos enquêteurs ne sachant que faire, ces créatures boivent le sang de tout ce qu'elles touchent. Kaban, en tant que ghoul, il les touche sans dommage et en prenant l'objet fait disparaître les créatures. Puisque cela a été le déclencheur de la situation. Parce que le fils cadet, voulant offrir innocemment un cadeau à sa mère humble, a volé ses chaussures, déclenchant ainsi cette malédiction. Un problème mineur mais qui aide Kaban à saisir l'importance d'une famille. Inugami envoie l'équipe rencontrer une alliée appelée Inari, une haute responsable de la police, qui est aussi une kemono. Dès leur arrivée, ils sont séparés et la mystérieuse jeune fille, avec son assistante Kon, retrouve Kaban. Ce dernier se rend vite compte qu'Inari est très intéressé par son pendentif. Et avant toute chose, Kon coupe la tête de Kaban. Car Inari ne cherchait qu'à s'emparer de ce pouvoir. Appelée Pierre de la Vie, elle demande donc à Kon d'éliminer le corps grâce à son pouvoir Kemono. Cependant, Chiki et le chiffon s'interposent en lui prenant la tête de Kaban, qui finit par être utile pour vaincre cette fille. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît Inugami, qui avait déjà prévu qu'une chose pareille arriverait, donc la pierre que la fille a emportée n'est rien d'autre qu'une illusion. Kon, quant à lui, commence à les suivre. La fille, en manque d'affection, croit que si elle ne finit pas le travail pour sa chère Inari, elle sera une mauvaise fille. Cependant, elle est très faible, donc Inugami finit par lui donner à manger et un toit. Cette fille, elle est un peu étrange car elle est trop influençable, alors Inugami en profite pour la tromper. Au point qu'elle rejoint même une mission qui n'avait rien d'extraordinaire. Il s'agissait simplement d'aider ce type à pouvoir rester. Avec une fille kemono, ils résolvent facilement le problème. Inugami crée une illusion pour elle et l'envoie heureuse d'avoir réussi. Pendant ce temps, le Trapeau et Kaban partent en mission plus complexe, où le garçon de glace veut prouver qu'il n'est pas le maillon faible de l'équipe. C'est pourquoi ils affrontent un des Kemono-grenouilles, responsable de dégâts dans les égouts. Avec un Kaban dépassé par ces êtres curieux, Kane n'a pas d'autre choix que de libérer le pouvoir de glace avec lequel il est né et à cause duquel il s'est toujours senti inférieur à son frère, mais qui lui a maintenant permis de geler tous les ennemis de la zone, sauvant évidemment Kaban et accomplissant la mission. Ils retournent au quartier général où nous rencontrons Mihai, un vampire kemono, compagnon difficile d'Inugami. Malgré sa force, il reste enfermé et gère tous les problèmes technologiques de l'équipe. Et là, il y a aussi des jeux en ligne. C'est la raison pour laquelle nous ne l'avions pas vu auparavant. Pendant ce temps, Kaban décide d'aller chercher à manger lorsqu'il tombe sur Kon, qui a été abandonné. Comme sa maîtresse l'a remplacé après son dernier échec, c'est pourquoi Kaban décide de la réconforter. Il l'accompagne même jusqu'à la nuit. Et en voyant la situation de la fille, il décide de lui proposer de vivre avec Inugami. Elle l'aide aussi
La fille refuse et ils fixent un rendez-vous prochain. Kaban ne s'attendait pas à ce que Mihai leur confie une tâche dans cette amitié. Et une entreprise célèbre pour la surcharge de travail de ses employés, qui finissent par se suicider, mais qui, dernièrement, n'a eu aucun problème. Il décide donc d'aller enquêter sur ce qui se passe, se rendant compte que les employés de cette entreprise ont récemment été performants. Génial, parce qu'ils sont comme des marionnettes sans cerveau. Tout ça à cause de ces 3 petits singes moustiques qui leur aspirent le cerveau. Donc s'ils ne pensent pas, même s'ils sont exploités au travail, ils ne pourront pas choisir leur destin. Comme il y a de multiples ennemis, l'équipe décide de se retirer. Cependant, Mihai a d'autres plans et décide d'exposer nos protagonistes à ces êtres, car il a une façon de s'amuser assez étrange. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Chicky a un traumatisme lié à son passé, qui le paralyse dans les moments de panique. C'est pourquoi Kaban et le chiffon décident d'aller le chercher. Et ce n'est pas tout, Kaban parvient à lui donner de la motivation puisqu'il bat l'un des moustiques. Et Chicky, par fierté, il ne reste pas en arrière et prouve sa capacité. Ils parviennent à avoir 2 kémonos sous contrôle, cependant, la plus âgée des 3 apparaît. Elle aspire le sang de ses sœurs et prend le contrôle du combat. Même avec un Kaban qui ressent la force de son ennemi. Mais grâce au conseil de Mihai, il parvient à révéler son pouvoir Gu. Mais cette fois, sans perdre le contrôle, ce qui lui donne la force. Pour vaincre ce Kemono, le combat finit ici. Nobimaru, le nouveau serviteur d'Inari, un kitsune impitoyable comme Kon, paraît et montre une affinité avec le protagoniste, ce qui l'amène à lui conseiller de se méfier de sa maîtresse. Le travail se termine ici. Cependant, trop tard, Kaban se souvient que Kon l'attendait. Dès son arrivée, la jeune fille distraite est heureuse de sa venue. Mais Kaban lui avoue qu'il avait complètement oublié le rendez-vous, ce qui déprime Kon. Elle l'avait attendu, même avec de la nourriture. Mais bon, elle finit par lui pardonner. Pour l'instant, ça s'arrête là, car l'équipe décide de partir à la recherche de réponses. À propos des parents de Chicky, car après sa dernière expérience, il veut savoir la raison de son traumatisme. Et la réponse est assez sombre. À leur arrivée au village où il a vécu avec sa tante, qu'il a élevée depuis l'enfance et reste assez mystérieuse. Chicky commence à se rappeler que son traumatisme est dû au fait d'avoir été témoin d'une scène horrible liée à sa mère. Ainsi, en s'enfonçant dans la forêt et en récupérant des fragments de ses souvenirs, il découvre que son oncle lui a menti sur de nombreuses choses tout au long de sa vie. Pendant ce temps, Inugami parvient à persuader le type d'avouer la vérité. Et c'est là que nous découvrons que le père de Chicky, après une enquête, avec son frère, il est tombé amoureux d'une kémono araignée qui l'a mise enceinte. Et juste après, il est mort accidentellement. Elle a décidé d'élever son fils comme un humain, mais sans argent. Elle ne pouvait pas le faire, alors l'oncle lui a proposé. Ensemble, ils créeraient une soie spéciale pouvant guérir toute blessure et leur rapporter beaucoup d'argent. Mais pour cela, elle devait se soumettre à de grotesques expériences d'insémination avec différentes créatures. Quel salaud! Ce que l'oncle ne s'attendait pas, c'est que Chicky, alors qu'il était enfant, découvrirait cette scène la cause de son traumatisme. Donc, pour éviter des problèmes, l'oncle l'a tout simplement frappé avec une pierre. Et heureusement pour lui, Chicky, à cette époque, a perdu la mémoire. Peu de temps après, il a obtenu la soie dorée qu'il désirait tant. Mais on n'a plus jamais entendu parler de la mère de Chicky. Cependant, Inugami et Chicky ont entendu cet interrogatoire. Alors il perd rapidement le contrôle et décide de tuer son oncle. Cependant, alors que les choses ne se calment pas, les frères de Chicky commencent à apparaître. Une multitude de frères issus des expériences sur sa mère. Cela paralyse encore le petit. Il n'a pas d'autre choix que de demander de l'aide à Kaban, qui finit par vaincre toutes ses Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit contre l'oncle, cette petite nommée Aya s'interpose. Et à la surprise générale, il s'agit de la précieuse soie dorée. Elle leur dit qu'ils ne peuvent pas encore le tuer, car elle connaît l'emplacement de ce qu'elle appelle le cocon. Et il s'avère que c'est la mère de Chicky qui est en vie, même sans aucune égratignure. Ici, il le sauve et le petit trouve enfin un peu de paix. Il choisit d'épargner son oncle, jugeant cela une punition bien pire pour lui. Cependant, Nobimaru, qui est chargé de nettoyer les désastres que Mono cause, ne lui pardonne pas la vie et le liquide. Aya rejoint l'équipe comme guérisseuse et Chicky est comblé avec sa mère et sa nouvelle sœur, qui d'ailleurs commence à avoir un goût étrange pour le protagoniste. Ce qui ne lui plaît pas du tout. Akon, même si elle ne comprend plus pourquoi, rappelons-nous qu'elle est très distraite. Ainsi, le trio part en mission mineure, mais Kon ignore la raison de sa douleur à la poitrine. En voyant cette fille, avec Kaban, elle commence à agir bizarrement, voire de façon agressive, tandis que Kaban n'est pas de son côté, ce qui la rend incertaine et elle décide de partir. Parce que le protagoniste ne comprend rien au cœur non plus.
Cependant, la nuit, il la cherche et parvient à apaiser chez Khon cette douleur dans la poitrine, simplement en la consolant. Ici, ce qui est important, c'est que le frère d'Akan ne tarde pas à apparaître, avec lequel nous découvrons un peu du passé de ces deux-là. Pour résumer, ils étaient des jumeaux nés dans ce village très strict, où leurs parents ont pratiquement été assassinés. En effet, pour les enfants nés avec ce genre de pouvoir, mais les jumeaux en particulier étaient cruciaux pour le village. Après un certain temps, seul Akan parvient à s'échapper du village, laissant la promesse de retrouver son frère au Japon. Et c'est pour cette raison qu'Akane a une dispute avec le protagoniste Ichiki, lors de laquelle elle s'enfuit de la maison. Et par hasard, elle retrouve son frère errant dans la ville. Cependant, son pouvoir a commencé à consumer son cœur, la rendant littéralement beaucoup plus froide, mais elle ressent toujours le besoin de protéger son frère. Elle construit ce château de glace pour vivre avec Akan, ce qui attire vite l'attention de la ville, amenant l'équipe kémonoïste à venir sauver le garçon. Ce frère, appelé Yui, est tellement fort qu'il possède même une pierre comme celle de Kabane. Mais celle-ci, contrairement à celle du protagoniste, lui donne de la puissance au lieu de la drainer. Donc au début, il gèle nos protagonistes sans qu'ils puissent en faire grand-chose. Chose qui ne plaît pas du tout à Akan, qui préfère se sacrifier et partir avec son frère plutôt que d'exposer ses camarades à mourir gelés. Comme il a beaucoup de pouvoir, je t'explique pourquoi. Avant qu'Akan ne puisse s'échapper de l'ancien village, son frère a été choisi comme chef de cette communauté qui était contaminée par de mauvaises habitudes. Selon lui, il ne voulait pas qu'il contamine son frère, il n'avait donc pas le choix. Que faire pour que son frère s'échappe ? Prendre le pouvoir du village. Dans ce cas, la pierre qu'il a sur la poitrine, détruisant complètement le village lui-même, une pierre qu'il a consumée toutes ces années. Ici apparaît le serviteur d'Inari qui essaie de l'arrêter, car c'est un kitsune assez puissant, nous offrant une séquence de combat assez bonne. Pendant ce temps, Kabane est en route pour aider. Et ici, Inari lui dit que cette pierre que possède ce type, connue sous le nom de pierre nulle, est très liée à ce qui est arrivé à ses parents. Il rejoint le combat où ils sont acculés par le type de glace. Nobimaru suggère à Kabane d'utiliser sa régénération pour servir de torche humaine. Ce qui semble avoir de l'effet, car même si au début Yui parvient à contrer l'attaque, Nobimaru augmente l'intensité des flammes afin d'épuiser Yui. Car cette pierre, en échange de lui donner autant de force, lui vole sa vie, il finit donc paralysé. Avec un Akan, essayant d'enlever la pierre à son frère, dans le but de partager le fardeau qu'il a porté tout ce temps. Le protagoniste aide, et grâce à sa pierre, il libère Yui. Cependant, les deux reliques s'unissent pour n'en former qu'une seule, que Kabane garde. Tandis qu'Inari, pour l'instant, elle se retire, alors l'équipe en profite pour soigner Yui. Il se réveille plus raisonnable, admet ses erreurs. Akan et lui pardonnent, disant à Kabane que la personne lui ayant offert la pierre devait être importante. Ces objets, vieux de milliers d'années, détiennent des pouvoirs extraordinaires, utiles pour rechercher ses parents. Pour le reste, tout le monde reprend sa vie normale, prenant des vacances bien méritées, sauf Inugami et Kabane, qui commencent enfin la recherche des parents du protagoniste, accompagné de Khon, qui rejoint le voyage sur ordre d'Inari. C'est ainsi que se termine cette histoire, pour l'instant, assez inachevée. Cependant, il y a encore de l'histoire à adapter. Alors espérons une deuxième saison et rien de plus. Comme l'a dit mon père, je vous abandonne. Au moins juste pour un moment, ça ne peut jamais vraiment se terminer, du moins enchanté, comme première tentative.